C'est parti. Donc, on va commencer par se présenter. Bienvenue à tous et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Moi, je suis Emma Rouillard. Je travaille chez Tegus et chez Shift Acceleration plus précisément depuis 4 ans et demi. Et je suis sur les expertises agiles. Donc, j'ai eu plusieurs rôles en tant que PO, PMO, Proxy Product Owner, etc. Et je suis avec Edouard. Merci Emma. Alors moi je suis comme Emma, je suis consultant chez Sigus dans le département Shift Acceleration et comme Emma, j'ai aussi une expertise dans tout ce qui est la gestion de produits, donc PO, PPO, PMO, PM et Scrum Master pour le cadre agile en particulier. Rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler rapidement de Seigus. C'est un cabinet de conseil qui a été créé il y a 9 ans, bientôt 10 maintenant. Et donc, un cabinet de conseil en transformation via l'intelligence artificielle en utilisant l'intelligence combinée. On est divisé en plusieurs départements, avec chacun sa spécialité. Tout d'abord, Shift Acceleration, donc le département d'Edouard et moi, dont l'objectif est d'accélérer les processus de décision et la mise en place de projets en créant des cadres de travail sur mesure, tout ça grâce à nos expertises agiles ou design thinking. On a aussi le département Smart Workplace, dans lequel nous avons des spécialistes des outils digitaux et des innovations pour favoriser les usages et la collaboration au sein des entreprises. Nous avons le département Smart Data, dans lequel on va avoir des problématiques autour du traitement et de l'optimisation des données et aussi des développements de solutions. Et la Smart Experience Factory qui, elle, regroupe l'ensemble de nos designers et de nos développeurs pour nous aider à donner vie à tous les projets de nos clients et de façon concrète. Alors je, je prends la suite pour représenter donc la problématique que nous avons. Donc la gestion d'un produit IA, pas forcément vis-à-vis, mais quelles sont ses singularités en particulier par rapport à ce qu'on pourrait appeler un produit classique. Donc un produit classique, on va parler de quelque chose qui, par opposition, n'intègre pas l'IA. Il y a quelque chose de très important dans le produit d'intelligence artificielle, c'est qu'il y a ce côté faussement, mais assez nouveau, qui arrive dans les entreprises, mais qui fait que seulement un quart des entreprises, donc seulement ou alors autant, des entreprises ont déjà lancé avec succès un produit d'initiative d'intelligence artificielle sur les 12 derniers mois. Alors 12 derniers mois, on parle d'une source qui date de juin 2024. Mais ce qui a été très intéressant, parce qu'au-delà de l'espace que ça prend dans la vie des entreprises, c'est l'avis, le retour d'expérience de ces entreprises-là, où on a 70% des entreprises interrogées qui ont constaté, et ça a valeur d'argument d'autorité, que la gestion des produits IA, et on en est témoin avec Emma, nécessite des compétences et des approches différentes d'un produit classique. Et nous, notre objectif là, pendant les 45 minutes qui vont arriver, c'est d'essayer de vous montrer à peu près quelles sont les approches différentes par rapport à un produit classique qu'on va avoir dans la gestion d'un produit IA. Alors, on va essayer de mettre un peu en perspective les deux. Donc, en commencer, en fait, le produit classique, et c'est pas forcément une opposition, mais c'est plutôt des différences qui peuvent être complémentaires. On va être sur des technologies qu'on aura connues et maîtrisées. À la différence d'un produit IA, c'est que c'est des technologies qui sont de plus en plus complexes, qui font appel à de nouveaux métiers et surtout qui évoluent beaucoup plus vite. On peut avoir des produits qui sont encore codés en Edifact, qui ont 20 ans et qui sont encore fonctionnels, tandis que les technologies à base d'intelligence artificielle sont beaucoup plus neuves et surtout pourront être beaucoup plus vite obsolètes. La grande différence qui est importante, c'est que sur un produit classique, les bases de données sont beaucoup plus segmentées. On sait qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort beaucoup plus facilement, tandis que sur un produit IA, comme l'IA, sans faire une explication et du moins une assimilation de ce qu'est l'IA, on fait appel à des bases de données qui sont beaucoup plus extérieures et qui sont auto-nourrissantes. Auto-nourrissante, c'est un peu caricaturé, mais il y a un devoir de collecte et de nettoyage de données qui devient encore plus important et encore plus important à maîtriser que sur un produit qu'on pourrait appeler classique, même si le produit classique, ça veut un peu tout rien dire. La différence aussi, et ça c'est, on sort un peu du côté digital, mais les considérations éthiques sont beaucoup plus standards, beaucoup plus appréhendées, beaucoup plus anticipées. Tandis que sur le produit data, il va y avoir des nouveaux biais, des nouvelles façons de réfléchir un produit, et il va falloir surveiller de nouvelles choses par rapport à ce qu'on va avoir sur un produit classique, et notamment toute la logique des biais. Je continue avec ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et ce qui intéressera surtout ceux qui seront retrouvés à faire du test dans le cadre de mise en production de produits. Dans un produit classique, on va
construire le produit de sorte à ce que quand on a envie de répondre vert, il va répondre vert. Tandis qu'un produit IA, en fait, on ne va pas avoir une maîtrise complète sur la réponse. Et ça va demander à repenser complètement le fonctionnement qu'on va attendre de la machine et qu'on va enseigner à la machine. C'est-à-dire qu'au lieu de répondre vert, quand on nous demandera de répondre vert, il va nous répondre parfois vert clair ou vert foncé. Et ça nous force aussi, nous, à adapter nos méthodes de travail et à anticiper à peu près notre façon de travailler et notre façon de lui poser des questions pour un produit d'IA. Après, alors ça c'est quelque chose de très nouveau et un peu bousculant. Le cadre réglementaire est en très forte évolution. On parle beaucoup de l'IA Act de 2024 parce que c'est assez nouveau, c'est qu'on a les réglementations qui ont recommencé leur course par rapport au digital. On pensait il y a quelques années qu'on avait réussi à combler le trou d'un point de vue réglementaire, et je dis réglementaire à plusieurs niveaux, il peut être autant législatif qu'européen, voire moral, et ça, il y a tout un sujet autour de la morale et l'IA. Et ben, le cadre réglementaire, il est en évolution et il est encore en construction. Donc pour l'instant, il reste encore des flous. Et ces flous, il faut les anticiper. Parce que dans le cadre d'un gestion de produit IA, on ne va pas pouvoir se permettre de faire de l'inutilisable à cause de la réglementation. Autre point, les collaborateurs. Jusqu'à présent, dans le développement d'un produit classique, le rôle de chacun demandait une expertise dans son propre rôle. On pouvait se permettre d'avoir des product owners, par exemple, qui ne sont pas forcément des développeurs. Je ne dis pas que c'est le cas maintenant, mais maintenant, il doit y avoir un devoir de compréhension du fonctionnement de l'IA par toutes les parties prenantes d'une équipe qui fait de la gestion de produits IA, beaucoup plus avertie. Et il y a aussi une difficulté aussi d'acculturer tout le monde. Mais ça, on en parlera parce que c'est un vrai sujet qui est facile à mettre en place, mais qui a une importance assez prégnante dans la gestion du produit IA. Et le dernier point, la logique de mise à jour. Encore une fois, on parle de produits rapides. Quand on dit un produit rapide, c'est autant dans le développement de la nouvelle technologie, mais aussi dans le remplissage des bases de données, dans les virages aussi qu'on peut avoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, quand on parle, je vais parler un peu d'IA générative très succinctement, mais quand on faisait du texte to vidéo, c'était encore ces images de personnes qui mangeaient des spaghettis à toute vitesse et ça ne ressemblait à rien. Maintenant, on est capable de générer des campagnes de publicité complètes grâce à de l'IA Gen, et ce, en l'espace de que 2 ans. Et ben en fait, dans la gestion d'un produit IA, il va falloir anticiper ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours la capacité à mesurer l'évolution de la technologie qu'on va utiliser et tous les besoins de réentraînement, de mise à jour, qui va être beaucoup plus important que sur un produit qu'on appellerait classique, encore une fois. Maintenant, des exemples un peu plus concrets et des exemples qu'on a pu voir chez nos clients, on veut partager avec vous 3 produits qu'on a pu voir et qui sont liés à 3 problématiques, ou en tout cas qui vont répondre à des besoins très particuliers qu'on a pu voir chez nos clients. D'abord, on a eu un premier exemple de produit IA qui était de développer un assistant virtuel au sein d'une entreprise. Donc, on parle bien d'un assistant virtuel qui utilise les données seulement de l'entreprise et des données fermées, entre guillemets. Ce genre de produit IA pouvait répondre à un besoin, enfin, ce genre de développement de produit IA, pardon, ce genre de projet était lié à un besoin en particulier où la personne avait besoin d'un suivi précis de ses projets d'intelligence artificielle basé sur la valeur apportée à ses experts métiers et à ses collaborateurs. Donc là, c'est un exemple de problématique qu'on a eue et de produits d'IA avec lesquels on a pu faire face à ce genre de problématique. Un deuxième exemple qu'on a, c'était un produit qui permettait de faire des recommandations de formation interne automatisées. Et là, notre cliente, sa problématique principale, c'était qu'elle avait besoin d'acculturer ses équipes métiers à la gestion de projets itératifs et aux évolutions constantes. Donc, avec son équipe, on avait besoin de leur expliquer, d'avoir un vrai moment d'échange, d'acculturation autour par exemple, du test and learn, de pourquoi est-ce qu'on a besoin de réentraîner les modèles d'IA, pourquoi est-ce que la réponse, pardon, va pas être parfaite dès le début, etc. Un troisième exemple qu'on a, c'était une application d'automatisation, pardon, des réponses, donc au sein d'une entreprise. Et pour ce produit, l'enjeu principal, le défi principal a été la gestion et le nettoyage des données. Donc là aussi, ça a été une problématique très importante et c'est le troisième exemple qu'on vous partage aujourd'hui. Ensuite, on a voulu prendre un petit peu de hauteur et vous montrer que ces besoins peuvent intervenir à tout moment du cycle de vie d'un produit. Donc, on vous propose ici une vue un peu plus macro qui met en avant les différences d'approche qu'on peut avoir avec un produit d'intelligence artificielle versus un produit classique. Je commence avec la phase d'exploration.
dans laquelle on a l'habitude de récolter les retours et les besoins des utilisateurs et de définir les problématiques. Dans le cas d'un produit d'IA, ce qu'on peut ajouter, c'est le fait de se mettre en tête d'identifier les cas d'usage qui vont être plus centrés sur l'IA et avec laquelle l'intelligence artificielle peut apporter de la valeur. Et aussi, un point très important dans la phase d'exploration avec l'intelligence artificielle, c'est de toujours valider la disponibilité et l'exploitabilité des données dès cette étape. Ensuite, pour une phase d'idéation, donc là, on crée des solutions en atelier, on va avoir des leviers pour s'aider à idéer, et on va aussi prioriser les idées. On peut utiliser des leviers d'IA pour nous aider à avoir des idées un petit peu plus novatrices. On va aussi orienter ces ateliers autour de la donnée, toujours pour répondre à la première problématique que je viens d'évoquer. Et on peut aussi adapter ces critères de priorisation. Ensuite, pour la partie prototype et test, dans laquelle on va cartographier le parcours utilisateur cible et prototypé, où on va aussi mener des tests utilisateurs. Là, pour la partie IA, on va peut-être baser les tests sur des données d'entraînement. On va faire attention à ce que les tests suivent ces données d'entraînement et on va pouvoir réentraîner le modèle plus facilement. En tout cas, on va avoir ça en tête quand on va tester les premiers prototypes de notre solution. On va aussi pouvoir acculturer nos équipes dès cette étape grâce à ce genre de test et avec les données réelles aussi qu'on va utiliser et on va pouvoir optimiser les performances. Ensuite, dans la phase concrétisation en mode agile, donc dans la phase dans laquelle on va créer un backlog, on va prioriser par l'impact, on va aussi définir une gouvernance et généralement des KPI. Ce qu'on peut ajouter là, c'est le fait d'orienter les user stories vers les données et aussi la gouvernance. Donc, on va mettre en place une gouvernance peut-être très spécifique avec des garde-fous, entre guillemets, pour tout ce qui est nettoyage de la donnée, récolte de la donnée, organisation de la donnée, etc. Et ce qu'on peut ajouter, c'est de la définition des KPI, donc avoir des indicateurs de valeur directement dès cette phase de concrétisation en mode agile pour être sûr d'avoir un impact maximum pour nos métiers, pour nos experts. Et enfin, dans la phase de développement, donc là où on va délivrer les premières fonctionnalités et on va continuer à tester le produit, là, ce qu'on peut ajouter avec l'intelligence artificielle, avec un produit d'IA, ce sera d'automatiser les réentraînements du modèle et aussi de surveiller les évolutions technologiques et réglementaires. Ça va être deux éléments qui vont être pour nous très importants si on parle de produit IA. Donc voilà un petit peu la vue d'ensemble sur le cycle de vie d'un produit. Et maintenant, on va vous parler de façon plus concrète quelle approche vous pouvez adopter, ou en tout cas quelle approche nous, on adopte sur la gestion de produits d'intelligence artificielle. Merci Emma. Alors pour ce point, nous on a décidé, parce qu'il y a beaucoup de sujets, il faut que ça rentre en une grosse trentaine de minutes, et on pourrait en parler des heures, d'insister sur trois aspects qui nous semblent, pour Emma et moi, prioritaires pour bien appréhender en fait le pilotage d'un produit d'intelligence artificielle. Et ces trois aspects, encore une fois, ils ne sont pas graduels. Ces trois piliers tout à fait liés par le produit en lui-même, mais ils n'ont pas une importance vis-à-vis de l'autre. C'est le pilotage par la valeur. Ça va être stratégique au possible, et on va vous expliquer pourquoi. La gestion des données, encore une fois, c'est un peu le mot de l'année 2023-2024, j'ai envie de dire la donnée, parce que c'est la base de l'intelligence artificielle, parce que c'est de l'entraînement à de la réponse. Et la gestion de la donnée, on va rentrer dans une autre façon de gérer la donnée avec d'autres méthodes qui sont pas forcément très ambitieuses, mais qui sont devenues très importantes. Et enfin, parce que la gestion d'un produit passe aussi par la gestion d'une équipe. On développe rarement des produits seuls, parce que c'est différentes compétences. Il va y avoir toute une problématique sur l'acculturation des équipes. Je pense que même à l'intérieur même de vos propres entreprises ou dans vos quotidiens métiers, vous avez des niveaux de maturité IA qui sont différents, parfois des niveaux de défiance qui sont aussi différents. Et ça, il faut avoir tous la même définition pour pouvoir avancer tous dans la même direction. C'est stratégique pour être sûr d'avoir un produit IA qui se concrétise assez facilement. Alors, pour ce qui est du pilotage par la valeur, donc là, le titre est assez éloquent, focalisé sur la valeur tangible. Parce qu'en une fois, un produit, ça doit être user-centric, parce que c'est l'utilisateur final qui va terminer. Mais qu'est-ce qu'on apporte à cet utilisateur?
La logique de pilotage par la valeur, c'est une petite différence, pas énorme, du pilotage par l'usage. L'idée, c'est de s'assurer que l'intégralité des fonctionnalités ne dispose pas pour la fonctionnalité suivante, mais répond à un besoin de valeur a priori. Et pour ça, concrètement, il faut monitorer avec beaucoup plus de précision l'intégralité des priorisations que vous faites. C'est-à-dire que fut un temps, et c'est encore toujours le cas, on pouvait se permettre de construire des backlogs à très long terme sur des priorisations qui étaient erronées et en fait qui deviendront caduques dans un an. Et au bout d'un an, on remet l'intégralité des fonctionnalités restantes dans le même seau. On fait un grand atelier pour vérifier qu'est-ce qui est le plus important concernant l'usage qui a évolué. Là, en fait, ce n'est pas forcément l'usage qui va évoluer, mais c'est la façon de répondre à l'usage qui va changer. C'est le grand apport de l'IA qu'on a dans l'intérieur des produits, c'est-à-dire qu'il va pouvoir répondre beaucoup plus facilement à des tâches pour lesquelles on ne soupçonnait pas juste avant. Je prends l'exemple, je vous ai parlé du texte to vidéo. Si on pilotait purement par l'usage, eh ben, on n'aurait pas le même usage qu'on a de la même technologie maintenant et hier, parce que la technologie a beaucoup évolué. Si vous voyez en bas de colonne, vous avez les livrables. Si on doit vraiment prendre un livrable qui a un apport pour le pilotage par la valeur, c'est vraiment avoir la capacité d'ajouter au KPI la notion de KVI et les mettre en parallèle et en perspective les uns vis-à-vis des autres. Et en fait, le faire pour le moindre fonctionnalité dans le pilotage du produit IA. Parce que c'est ce qui va permettre de s'assurer que la fonctionnalité, en fait, va avoir un usage au moins réduit dans le temps, mais un usage qui a de la valeur. Je vais passer à le deuxième volet qui est aussi très important et essentiel, le nettoyage et la compilation des données pour l'efficacité du produit. À la différence d'un produit qu'on pourrait appeler classique, comme je vous ai dit, ces bases de données qui sont segmentées quand on fait le travail de back-end et d'architecture. On construit ces bases de données, l'architecture des bases de données, les interactions des différentes bases de données entre elles, et surtout on les limite. C'est-à-dire que les entrants dans les bases de données, si ça peut être une portabilité vis-à-vis d'un autre logiciel, si par exemple on fait du SaaS, tiens, je vais prendre l'information dans un autre logiciel qui a ses autres bases de données, en fait on a la maîtrise des endpoints qui communiquent entre eux. On sait où est-ce qu'on va chercher et on sait ce qu'on va puiser parce qu'on sait ce qu'on va demander. Le cadre des produits d'intelligence artificielle, dans la plupart des développements, on va utiliser des modèles qui sont déjà entraînés. On va utiliser des modèles qui sont en open source. Parce que tout le monde n'a pas la capacité d'entraîner son propre modèle. C'est quelque chose qui est très consommateur, qui est très complexe, qui est très rapide. Et donc, on va parfois avoir des sources de données qui sont non maîtrisées et qui vont avoir des modifications. Et là, il y a deux sujets qui se battent les uns avec les autres. Le premier, c'est l'origine des données, est-ce qu'on est autorisé à les utiliser? Je prends l'exemple du Washington Post qui a fait un procès contre OpenAI parce qu'il avait entraîné son premier modèle en processant l'intégralité des articles du Washington Post et quand ils ont fait des tests pour essayer de casser OpenAI, ils se sont rendus compte qu'en effet, Washington Post ressortait facilement et Washington Post n'avait pas donné l'autorisation de la consommation de ces articles qui n'étaient pas dans le domaine public. Donc maîtriser sa donnée, notamment d'un point de vue réglementaire. Et le deuxième point, c'est aussi le fait que la donnée va avoir vraiment besoin d'être réentraînée. Et ça, c'est prioritaire, parce qu'on peut arriver à un moment où la donnée finira par donner une information erronée. Et ça, on ne peut pas se le permettre, à la différence d'un produit classique. Produit classique, on est sûr que ça sera toujours la même réponse tant qu'il n'y aura pas de bug ou de modification dans la fonctionnalité. Là, l'évolution peut faire un changement. Donc, il y a des bonnes pratiques, et encore une fois, parmi la colonne des livrables, enfin colonne, la ligne des livrables qui est donnée, si je peux me permettre de donner une guideline, c'est intégrer dans les matrices RACI de gestion de tâches et la gestion de la donnée à part entière, et en faire un rôle en particulier dans l'intégralité des développements qui sont faits. Et le deuxième, et alors ça, on rentre souvent dans le produit par la voie des tests, parce que c'est comme ça qu'on comprend fonctionne un produit, ne pas hésiter en fait à retester une fonctionnalité qui est considérée comme fonctionnante. Une fonctionnalité IA, elle peut devenir obsolète, à la différence d'un cliquable qu'on peut avoir sur un produit un peu plus classique. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les boutons sur lesquels vous n'avez pas cliqué depuis longtemps. Et ça, c'est assez important. Ça, c'est pour la gestion des données. Mais je pense que je vais laisser Emma parler du dernier volet, qui est l'acculturation des équipes. Tout à fait. Le troisième et dernier grand thème qu'on a dans cette approche, c'est effectivement le fait d'embarquer les équipes en les formant, ou en tout cas en les acculturant aux enjeux de l'intelligence artificielle qui sont nombreux, comme vous avez pu le voir. Donc effectivement, on doit garantir que les projets d'intelligence artificielle
soit porté et soit testé aussi par vos équipes. Mais vos équipes doivent être formées et doivent être aguerries aux enjeux de l'intelligence artificielle pour plusieurs raisons. Déjà, pour assurer les succès de ce genre de produits et de projets que vous pouvez mettre en place dans vos entreprises. Aussi pour avoir une utilisation responsable, donc très fortement liée à toute la réglementation et à la protection aussi de vos données. Et ça permet aussi de favoriser l'innovation et la créativité au sein de votre entreprise. C'est un levier très efficace. Nous, ce qu'on a pu avoir comme différentes activités, ou en tout cas des activités qu'on a pu mettre en place et qui ont bien fonctionné dans certaines de nos missions ou certaines de nos expériences, c'était des sessions de formation, par exemple, ou des sessions d'acculturation pour assurer une compréhension générale ou au moins une compréhension de base à tout le monde, à tous vos employés, sur l'intelligence artificielle. Et dans ces formations, on intègre toujours une partie d'utilisation responsable, entre guillemets, donc des guidelines très clairs sur comment est-ce qu'on protège les données de l'entreprise, quelles sont les erreurs à ne pas faire, comment est-ce qu'on peut éviter les biais, etc. On a aussi utilisé des événements, que ce soit des événements internes, en faisant venir des experts ou en participant, ou en faisant participer même des personnes internes qui ont des connaissances un petit peu plus poussées chez vous. Ça marche aussi très bien, ça permet d'avoir des points de vue d'experts. Et bien sûr, la communauté aussi d'entraide qu'on met en place au sein des entreprises et de coaching. Des livrables clés qu'on a pu avoir, au-delà des supports de formation et des guidelines, ce qui marche très bien aussi, c'est les FAQ par exemple. L'intelligence artificielle, on peut profiter du fait d'utiliser ces nouveaux modèles et ces nouveaux outils pour mettre en place des FAQ et même voir des FAQ intelligentes pour continuer toujours l'acculturation et faciliter l'adoption par vos employés. On a fait le tour de cette présentation. On a pu aborder les trois grands thèmes de notre approche. Maintenant, ce qui est à retenir pour nous sur cette présentation et sur la gestion d'un produit d'intelligence artificielle, pardon. Pour nous, en premier, donc mesurer et piloter par l'impact, comme on vous l'a dit. C'est encore plus important pour nous ici d'avoir toujours en tête la valeur apportée par le produit que vous développez. Assurer la qualité des données, c'est essentiel. Vous devez avoir des données qui soient propres. Vous devez mettre en place une gouvernance pour garantir justement cette qualité de données. En troisième point, sécuriser et réglementer. Donc ça revient à l'utilisation responsable, ça revient aussi à toute la veille juridique qui est essentielle également pour le développement de ce genre de produit. Et la quatrième partie, donc sensibiliser les équipes pour assurer toujours une adoption, pour s'assurer qu'on embarque tout le monde et que tout le monde a le même niveau de compréhension. Voilà pour ces points. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à une session de questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole ou à écrire vos questions dans le chat. Là, en fait, on a vu les approches qui sont assez spécifiques à une solution qui est IA Custo, c'est-à-dire vraiment une solution développée IA par une équipe. À votre avis, quelle est l'approche à avoir lorsqu'on parle d'un produit IA d'un éditeur? Par exemple, Copilot pour Microsoft ou No Assist pour ServiceNow, ce type de solution IA. Je vais essayer de replacer la question pour être bien sûr d'avoir compris et merci pour la question. C'est comment on intègre une solution éditeur à l'intérieur d'un produit ou plutôt comment se servir d'une solution éditeur pour piloter le projet. C'est laquelle des deux versants? C'est plutôt la deuxième, mais pour reformuler, là on a vu l'approche à avoir pour gérer un produit IA, mais plutôt un produit IA custo. Moi je pose la même question, finalement, votre même intro, mais dans le cadre d'un produit IA qui qui est développé par un éditeur. Oui, donc l'exemple de Copilot, effectivement, nous parle pas mal, puisque c'est des missions qu'on a énormément côté Workplace, d'ailleurs, si vous avez pu voir la présentation peut-être en tout début de Meetup. Là, l'approche, elle est énormément centrée sur l'adoption et la gestion des données. Mais Copilot, l'avantage de Copilot et normalement des solutions éditeurs de ce genre, c'est que quand on met en place dans une entreprise, c'est qu'il protège les données de l'entreprise et que ça devient une application qui va être utilisée au sein de l'entreprise et qui ne va pas avoir de dérive au niveau des données. Donc, pour moi, l'approche principale est concentrée sur l'adoption, sur les sessions de formation, sur les sessions d'acculturation. Comment est-ce qu'on utilise correctement Copilot pour répondre aux besoins de l'entreprise? Comment est-ce qu'on utilise correctement les données
et la mise en place d'une gouvernance. Qui va gérer les droits, qui va gérer les questions, etc. Pour moi, ce serait plutôt là-dessus. N'hésitez pas à réagir si vous avez des compléments d'information ou d'autres avis, bien sûr. Après, enfin, pour moi, il y a un sujet aussi sur la valeur métier que ça apporte. Donc, par rapport à vos, je sais plus ce que c'était les trois sujets, mais il y avait le pilotage de la valeur, la gestion des données, la culturation des équipes. Ça, pour moi, ça reste assez vrai, avec un gros focus sur la culturation des équipes. Mais pour le pilotage de la valeur, je pense que c'est à faire, mais peut-être de manière un peu différente. Euh, Parce que là, l'idée, c'est de voir quelles actions d'adoption ou dans quel cas Copilot peut apporter de la valeur à un métier spécifique. Alors, Mm. pour répondre, pour apporter un complément de réponse, et je suis tout à fait aligné, en fait, on est tous les trois très alignés, c'est ça qui est quand même drôlement sympa dans cette conversation, c'est que l'IA reste un outil. Et là, on parlait de biais en début de présentation. Il y a un biais de remplacement qui est assez costaud. Parce que les facultés cognitives de l'IA, on imagine supérieures aux nôtres, parce que c'est une capacité de recherche qui est infiniment plus rapide à la nôtre. On imagine qu'il va y avoir un pilotage avec IA qui est différentiel. Même si le sujet là, c'est le pilotage d'un produit, la construction même d'un projet IA. Réussir à créer de la valeur à partir d'une IA implémentée comme un service dans le pilotage de projet, parce que je perçois qu'il y a aussi cette question-là. Il y a tout un travail en fait de réflexion derrière sur comment les tâches vont être perçues. Et il faut réinventer les tâches. Je vais faire le parallèle. Le parallèle. On avait fait un meet-up il y a quelques mois avec Emma. On parlait par exemple des produits IA qui aident à la gestion de projet et notamment à la gestion de produits. Et ben, on trouve par exemple, moi j'ai l'habitude de faire on parlait de ServiceNow tout à l'heure, de faire mes critères d'acceptation. Donc, les différentes. Et là, je sors du produit IA, hein, mais comment je me sers de l'IA en tant que produit. Les critères d'acceptation, automatiser leur génération en fonction des user stories que je fonctionnais. Et en fait, c'était un gain de temps énorme. Bah, ça a un apport tout bête dans la façon de coter mon produit, parce que je vais aussi, comme mes équipes seront acculturées à l'IA, comprendront comment j'ai éduqué mon IA et comment je m'en sers pour pouvoir générer du contenu dont ils se nourrissent, eux, pour pouvoir développer. Et ben, la compréhension de comment ça a été réfléchi, par qui ça a été réfléchi, ça fonctionne aussi. Et ça me prouve encore une fois qu'on est encore alignés, très, très, très alignés tous les trois sur l'importance de la culturation. C'est même stratégique, j'ai envie de dire. Je me permets, Fabien, pardon, pardonnez-moi, mais on a d'autres questions dans le chat. Oui, oui, bien Si sûr. cette réponse vous Non, satisfait, c'est bon, tout à fait. oh, Merci. fantastique. Alors, je prends avec Marion. Y a-t-il un impact, une différence sur la construction d'un backlog dû au fait que les possibilités modèles réglementation concurrence évoluent très vite dans ce domaine? Est-ce que tu veux répondre, Emma? Euh, Moi, d'expérience, si je peux partager, pour moi, il y aura forcément un impact. Un backlog va être priorisé selon effectivement la valeur qu'on va apporter, même selon différents critères sur un produit lambda, entre guillemets, un produit classique. C'est vrai qu'avec un produit IA, le backlog peut changer très vite. Et donc, effectivement, pour moi, ça aura forcément un impact. Peut-être qu'on aura des sprints plus courts pour justement pouvoir s'adapter aux réglementations qui peuvent être très rapides ou aux besoins qui peuvent changer de façon très vite. Donc, ouais, pour moi, ça aura forcément un impact. Il faudra forcément être agile à ce niveau-là. Complètement d'accord avec Emma. Le risque du tunnel dans la construction du backlog, il y a plusieurs bonnes pratiques qui sont données pour la construction du backlog sur la granularité des user stories, etc. Le risque du tunnel est un danger encore plus important dans les produits IA contre lequel il faut se battre encore plus. Donc, ne serait-ce que même que dans le découpage propre du backlog, et j'anticipe dans le reste de ma réponse à la question juste après, dans le découpage même du backlog, on va avoir un devoir d'inspection beaucoup plus court sur ce qui est fait pour pouvoir être sûr et c'est très important sur la génération de la valeur. La valeur, ça va être vraiment la pierre angulaire, la pierre maîtresse du produit, à différence de l'usage, même si les deux sont intimement liés. Et ça me permet de faire le point avec Michael, qui voulait un peu plus de détails sur l'opposition, le complément, plutôt, ça dépend ce qu'on appelle comment on utilise le slash, entre KPI et KVI, et quelques exemples spécifiques. Le KPI, bien connu, qu'on commence à bien maîtriser, dont on commence à avoir le goût à toutes les sauces. Le Key Progress Indicator qui va nous montrer à quel avancement on en est sur l'accomplissement des tâches. Et en fait, le KVI part
pseudo-opposition, c'est à quelle satisfaction, à quelle valeur on a réussi à générer sur un produit. Je me permets de donner un exemple. Alors, on a l'usage d'utiliser un cas fil rouge dans nos meet-up qui s'appelle Foodie. Et en fait, Foodie, c'est une application de livraison de nourriture dans les stades. Au vu de la soirée d'hier, c'est encore plus un sujet. Je ne sais pas pourquoi je me suis permis cette transition. On va poser la question sur comment on va faire pour livrer, l'usage, comment on va faire pour livrer de la nourriture sur quelqu'un à sa place dans un stade. Et bien sur la valeur, on va considérer que l'usage va être rempli, mais on va ajouter une granularité de question, c'est comment a été livrée la nourriture à la personne dans un stade. Et est-ce qu'on a une satisfaction? Est-ce que ça a été fait plus vite? Est-ce que ça a été fait mieux? Est-ce que ça a été fait plus en détail? Est-ce qu'on a éliminé des biais? Et en fait, en pilotant sur la valeur ajoutée, valeur apportée, qu'on est capable de mesurer, on va réfléchir différemment nos fonctionnalités. Si je rentre encore plus dans le détail sur ce même exemple, est-ce qu'on veut que ça arrive vite? Est-ce qu'on veut que ça arrive avec des services additionnels? Est-ce qu'on veut que ça arrive avec des services commerciaux? Est-ce qu'on veut être capable de récupérer des feedbacks, récupérer une satisfaction? Ou on veut simplement livrer? Et en fait, le pilotage par la valeur va nous permettre d'ajouter en fait des choix dans la priorisation. Est-ce que tu veux compléter cette réponse à peu près? Bon. Je parle toujours sous contrôle d'Emma. Est-ce qu'on a répondu à la question peut-être? Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? On a une autre question de TR, c'est comment estimer concrètement, en gras, le concrètement, l'impact d'une solution avant la mise en prod et comment la vérifier après la mise en prod? C'est une très bonne question même. C'est souvent un défi d'ailleurs. Dans plusieurs expériences passées, effectivement, lors des premiers tests, c'était hyper important pour nous de quand même mettre des indicateurs de valeur avec les métiers, avec les experts, ceux qui allaient utiliser l'outil ou le produit IA in fine. Effectivement, au début, c'est difficile d'identifier, de déterminer ces indicateurs de valeur, mais c'est quand même essentiel pour guider le développement de cette application. Par exemple, s'assurer que l'application ou le produit va répondre à tels engagements, c'est-à-dire que ces métiers, par exemple, vont gagner 15% de temps sur leurs tâches quotidiennes grâce à cet outil. La qualité de réponse ou de création de documents va être améliorée par 20% sur sur un produit en particulier, etc. Donc ça peut être des enjeux qu'on va pouvoir tester, qu'on va pouvoir mesurer avec les premiers tests. Une fois la mise en prod faite, effectivement, on reviendra à cette logique aussi de test et on va mesurer aussi les indicateurs de valeur. Pour moi, c'est comme ça qu'on peut aborder la problématique de la façon la plus facile, entre guillemets. Est-ce que tu as d'autres exemples en tête? Je n'ai pas d'autres exemples, mais si je puis me permettre un complément de réponse, sur le concrètement qui a l'air important, c'est la capacité à chiffrer et de mesurer. C'est surtout rendre mesurable l'impact. Et en fait, l'impact d'une solution, la mesure notamment de l'impact d'une solution va dépendre énormément de la solution. Si je prends l'exemple, encore une fois, de Foodie, l'impact, on va peut-être choisir de le mesurer en quantité de connexion, en quantité de commandes, etc. Et dans le cadre d'un produit IA, en fait, ça va être la même chose. C'est là où d'ailleurs l'impact IA et classique change très peu, c'est que le mesurable est déterminé par la solution en elle-même, si je puis me permettre, et très peu dépendant du côté IA. Voilà. Je ne sais pas si ça suffit comme réponse, mais si ça peut déjà apporter des éléments à l'aune de nos expériences, attention, des éléments de réponse, c'est pas mal. Bah, super, merci Taher. Est-ce que vous avez d'autres questions? Eh bien, s'il n'y en a pas d'autres, moi je vais vous remercier avant de laisser le mot de la fin pour Emma. Le mot de la fin, c'est un grand merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, bien sûr. On sera un plaisir de vous répondre. Je vous remets, si vous voulez, nos adresses email si vous voulez nous contacter. Avec grand plaisir. Et encore une fois, merci à tous pour votre participation.